Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. On a failli pas pouvoir prendre le café ensemble, c'était une toute petite panne, mais peut-être un jour, si jamais ça vous arrive ou ça nous arrive, on vous prie de nous en excuser. C'est la technique, c'est un peu compliqué, mais on est heureux de vous retrouver. On est heureux de vous retrouver avec Paul Schauenberg. Je vous rappelle le Jardin des Hespérides, c'est l'occasion de faire tout au cours de la semaine un parcours à travers deux beaux itinéraires de vie et en même temps une belle réflexion sur les plantes. Et puis Rosemarie Choula aussi, tous les deux qui s'occupent de ce jardin qui se situe, je vous le rappelle, au sud de la Grande Canarie, qui est un endroit tout à fait extraordinaire et à propos desquels, d'ailleurs, on vous rappelle 708 99 00, toutes les questions que vous aurez envie de poser aujourd'hui, eh bien, vous pouvez nous téléphoner, on essaiera d'y répondre. Vous pourrez aussi écrire à l'émission si vous voulez davantage d'informations concernant le Jardin des Hespérides, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais Maurice, autre mission aujourd'hui, vous nous présentez nos autres invités? Mais volontiers. Alex Descotes, je profite de vous l'inviter pour une fois qu'il est là, vous le présentez, parce que comme il est toujours en voyage, Alex Descotes, ça me fait plaisir. Vous pouvez me rappeler votre nom? Il n'aime pas qu'on ouvre ça. Et puis, bon, alors ça me fait très plaisir, Louis Pasquier, dit Loulou pour les intimes, qui est un pote de longtemps, de longue date, avec lequel on a quasi enfanté l'école de fleuristes rattachée à l'école de Lullier. Vous faites ce que vous voulez. Il vous racontera ça mieux que nous, mais c'est un pote avec lequel on a un parcours de fleuriste depuis de nombreuses années. Et puis, j'allais dire un fou constructeur de cathédrale de fleurs, qui est Claude Bottron, que j'ai découvert il y a 3 ans, je crois, Claude, à Neuchâtel, dans le cadre des fêtes de Neuchâtel pour la construction des charmes, mais je lui laisse vous raconter son merveilleux parcours. D'accord, et puis dans le public des cadres de la Migros qui nous rendent visite, et puis également des amis du Jardin des Hespérides. On est content de les avoir avec nous parce qu'ils pourront toujours peut-être corriger si quelque chose n'est pas assez précis. Bon, c'est vrai que cette émission, on a décidé de la consacrer, puis je crois que c'est déjà clair, hein, entre la longévité, le travail à long terme, les palmiers qui poussent très très lentement, vous nous l'avez déjà dit hier, et puis le caractère plus éphémère de la fête, des différentes fêtes au cours desquelles les fleurs ne durent même pas ce que durent les roses. Alors Alex, une première séquence. Oui, on va retourner à la Grande Canarie. Au nord, généralement, il pleut un peu. Au sud, où vous êtes, il ne pleut pratiquement jamais, en particulier dans la Quebrada de Morgane. Et on a vu mais déjà... ça ira, hein. Ça fait déjà 4 jours qu'il nous raconte ça. Oui. Il fait un temps extraordinaire. Chez nous, il neige, il fait froid, vous êtes victime du verglas. C'était pour faire un break, au contraire, pour vous dire qu'exceptionnellement, aujourd'hui, à la Grande Canarie et au Jardin des Hespérides, nous partons à l'ombre. À l'ombre, et très précisément à l'ombre de ce qu'on pourrait appeler la nurserie. On est là dans le sein des saints, au cœur du Jardin des Hespérides. Je crois qu'il ne se passe pas un jour sans que vous y rendiez. Ici, ce n'est pas forcément le lieu le plus spectaculaire, mais c'est pratiquement le plus précieux. Ah, c'est le lieu le plus précieux. Ici, c'est la nurserie. C'est là que s'élaborent les nouvelles plantes qui vont être plantées dans quelques mois ou quelques années en pleine terre. Nous avons ici des plantes de différentes provenances, surtout des palmiers. Pour faire germer des palmiers, là vous avez ici des palmiers qui ont germé, c'est la gloire, c'est le bonheur. Et la plupart ne germent pas, mais il y en a qui germent. Et les graines commencent à germer dans des conditions optimales, autour de 30 degrés centigrades, après 2 mois. Et ça, c'est rapide, la germination en 2 mois. Mais j'ai des graines ici qui sont là depuis 2 ans, 2 ans et demi, même 3 ans. Il faut patienter. Et il y a certaines espèces de palmiers tropicaux ne germent qu'au bout de 3-4 ans. C'est très long aussi. Il faut beaucoup de patience. Nous sommes un peu à l'avant-garde de la découverte. Et
J'ai ici des palmiers qui germent et qui viennent de Madagascar. Ce sont des espèces qui, il y a 4 ans, n'étaient pas encore connues, n'étaient pas décrites scientifiquement. Il se passe... et elles viennent d'être baptisées. On a même des palmiers qui n'ont pas encore de nom scientifique parce que l'horticulture a toujours égalé ou dépassé la botanique elle-même. Est-ce qu'on peut penser qu'un lieu comme celui-ci pourrait servir, je dirais, de réservoir, de sauvegarde s'il arrivait un pépin ailleurs, c'est-à-dire dans le pays d'origine de ces plantes? C'est le but que se proposent justement les botanistes maintenant. Dès qu'on découvre une nouvelle espèce et qu'on la décrit, on essaye d'avoir des graines pour les disséminer dans beaucoup de jardins botaniques afin d'assurer un patrimoine génétique. Et bien des espèces malheureusement ont disparu dans la nature mais survivent grâce à la culture, grâce au stock qu'il y a dans les jardins botaniques. C'est un peu un jeu de longévité en fait. Avec l'âge que j'ai, je sème des graines qui peut-être germeront dans 2 ans. Elles seront matures peut-être dans 10-15 ans. Les verrai-je pas. Et n'est-ce pas, au lieu d'attendre la mort et de dire voilà je suis vieux et j'attends de vieillir, moi je suis éternellement jeune, j'ai pas d'âge. Je m'étonne d'ailleurs toujours quand des contemporains décèdent, je me dis tiens, il est devenu vieux. Et là, vraiment c'est une école de jeunesse que de vouloir cultiver des palmiers. C'est vrai, école de jeunesse, que d'être toujours lié aux plantes. C'est vrai, c'est une grande école d'humilité, de jeunesse et puis d'éternité. On est intemporel. C'est nous qui passons en fait et la nature reste. Mais il faut évidemment beaucoup travailler pour conserver ces espèces parce que le milieu naturel diminue partout, sur toute la planète. On déboise, la population humaine s'accroît avec toutes les nécessités. Et puis ces plantes n'ont plus de patrie, pour finir. Et l'horticulture a fait énormément pour sauver des espèces de plantes. Vous prenez par exemple le flamboyant, qui est un arbre, il y en a 26 000 dans la seule ville de Miami, et il y en a encore une douzaine à Madagascar dans sa patrie. Et l'horticulture a préservé beaucoup, et elle est même presque plus importante que les jardins botaniques, l'horticulture, parce qu'il y a le sens commercial là-dedans, et il faut vraiment cultiver pour... assurer un patrimoine pour la postérité. Au fond, de s'occuper de plantes et de s'occuper de fleurs, ça doit rendre humble, tout de même, parce qu'on se dit une durée d'existence, c'est 80, 90 ans, allez, 100 ans peut-être, tandis que les plantes dont vous vous occupez vont vous dépasser, et nous ont déjà dépassés. Oui. C'est vrai, moi je me plais ici autour de cette table, il y a des copains, des horticulteurs, nous sommes une sorte de corporation de gens, je le répète toujours, nous sommes des tendres, des humbles, et on se comprend très bien, quoi qu'on cultive, c'est la même démarche, le même travail, que vous soyez sur une île tropicale ou ici à faire des glaïeuls ou des dahlias, c'est le même travail, on sème, on livre, et puis la nature fait le reste. Autre réflexion, Alex? Oui, c'est exactement la poursuite de ça. L'autre jour, juste à la veille de la fête des vendanges de Neuchâtel, vous étiez très occupé. Anna D'Acosta vous a rejoint. Et puis, elle vous a demandé, comme ça, tout à trac, ce qu'était pour vous une fleur. Écoutez la réponse, c'est la suite. C'est comme une vie, c'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui s'épanouit, puis c'est quelque chose qui meurt. Je ne fais pas beaucoup de différence entre une vie et une fleur, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est joli, c'est parce qu'il faut en profiter au bon moment. Et puis on sait qu'elle a une durée, tout dépend, plus ou moins courte ou plus ou moins longue. Oui, Louis Pasquier, vous partagez aussi ce point de vue, ce regard sur le développement des plantes? Oui, alors tout à fait, parce que c'est tellement éphémère, nous sommes des décors ou des choses comme ça qui durent 2 heures, 2 jours ou comme ça, mais c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de notre métier. Bien sûr. Alors aujourd'hui, cette semaine, évidemment, nous avons choisi le thème en fonction des Floralies internationales. Là, c'est un bel endroit où l'on peut voir le fruit de belles productions et en même temps le caractère éphémère. Je vous rappelle, ça dure jusqu'au 28 novembre, ça s'inaugure ce soir à partir de 18h à Palais Expo Genève. Il y a 16 000 mètres carrés de jardin, c'est assez beau, 3 000 mètres de gazon, 4 000 mètres cubes de sable. Il paraît que le sable, c'est vraiment pour le fond, parce que sans ça, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et alors, évidemment, vous êtes partie prenante, vous étiez hier soir, là-bas. Ah oui, eh bien, le centre de Lullier,
travaille beaucoup au Floralie. Nous avons, nous les fleuristes, je dirais, à l'intérieur du stand de Lullier, nos œuvres. On peut appeler ça des œuvres quand même, parce qu'il y a un travail important à faire. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, ces Floralie. On voit des fleurs qu'on voit qu'au Floralie ou comme ça. Alex. Oui, pour qu'il y ait les Floralie, il faut quand même qu'il y ait un travail derrière. C'est d'ailleurs comme pour tout le travail de fleuriste. On retourne, si vous voulez bien, d'abord à Lullier. Vous y étiez l'autre jour. On a fait la visite, on vous a entrevu hier. Et on va voir très exactement de quoi vous vous occupez. Rapport d'ailleurs avec les Floralie. C'est une base de travail que nous allons utiliser au Floralie. Cette base de travail va être posée dans un bassin de 2 mètres de diamètre, plein d'eau, et va ressortir de ce bassin dans lequel nous allons mettre des miroirs et des spots pour éclairer le tout. Tout sans exception, depuis le concept de départ, la fabrication par notre mécanicien serrurier, jusqu'au travail sur place fait par les élèves de Lullier. Tout est fait à Lullier. On sort un petit peu du système de l'art floral, je dirais, traditionnel, pour faire quelque chose, présenter au public autre chose que du courant, en somme. Alors on reviendra tout à l'heure sur l'école de fleuristes, sur les jeunes qui travaillent avec vous à la préparation, notamment avec vous, parce qu'il y a beaucoup de gens pour la préparation de... Ah oui, ça demande quand même du monde. Hein. Le stand de Lullier, ça représente quand même toute l'école de Lullier, où pendant une dizaine de jours, on a quand même passablement d'élèves qui font le stand. Et nous, les fleuristes, on arrive toujours au dernier moment. Puis vous nous rappelez quand même qu'au Floralie International, il n'y a pas que le stand de Lullier. Ah non, il y a énormément de stands, il y a plusieurs pays. Ah non, il n'y a pas que le nôtre. Ah non, c'est incroyable, la quantité de gens. Alex, vous êtes allé voir? Oui, parce qu'il nous a intéressé, c'est ce parallélépipède-là que vous étiez en train de souder. On avait l'impression d'être dans une école de serrurier plutôt que de fleuriste. Alors on voulait savoir ce qu'allait devenir ce parallélépipède. Ce matin, avant l'ouverture, je suis allé regarder. Ben voilà le bassin d'eau dont vous avez parlé, et voilà ce qu'est devenu le parallélépipède. Il est au centre quasiment de ce grand jardin de plus d'1 hectare, d'1,4 hectare. Alors on comprend maintenant pourquoi il était évidé à un endroit. C'était pour permettre l'apparition des fleurs, des tiges, des feuilles. Et puis j'en ai profité aussi puisque j'étais là parmi les premiers pour assister à ce qui se passait. Il y avait encore quelques voitures. On a vraiment l'impression d'être dans un parc, non plus dans... Regardez, il y avait quelques camionnettes. Et puis, disons que le rush était passé. Là, c'était les derniers petits après. Il s'agissait d'enlever le sable qui restait dans certaines travées. Et puis, ma foi, ça avait déjà un petit air de fête. Précision, un carrousel comme ça, il est totalement composé avec des fleurs. Voilà, Lionel Charlet, un de nos chroniqueurs, travaille actuellement sur place. Demain, on pourra vous montrer en détail ce qui se passe du côté de Palexpo. Mais vous irez, Rosemary, vous irez, Paul, ça vous intéresse, vous puisque vous êtes quand même, on a compris, dans un jardin qui dure, en travaillant lentement. Lorsque vous voyez une exposition comme celle-là, elle vous touche? Absolument. Moi, j'aimerais beaucoup y aller. Je crains de ne pas avoir le temps. On va vous organiser ça, quand même, on a des relations. Ça va. Et puis, rassurez-vous, il fait plutôt chaud. Ah oui, alors ça nous ferait plaisir de retourner au chaud. Ce que je voulais dire aussi, on croit qu'il y a une telle différence entre les Floralie et le Jardin des Hespérides parce que c'est pas le même climat, que peut-être on n'a pas le même état d'esprit, mais en fait, je suis arrivée tout à l'heure et j'ai rencontré Monsieur Botron, et puis en 2 secondes, on s'aperçoit qu'on a exactement le même état d'esprit, qu'on travaille dans la fleur coupée ou dans les palmiers ou même pour faire pousser des salades.
Paul, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est une unité professionnelle qu'on rencontre peu dans d'autres professions. Que vous voyez un jardinier des Philippines ou du Brésil, c'est un collègue, un confrère, on pulse de la même façon. Et c'est et je voudrais dire justement, moi je ne suis pas professionnelle de la terre, alors pour moi c'est encore plus important parce qu'en fait je l'ai découvert et je sens cette unité et je trouve que c'est quelque chose de formidable. Alors Alex, je crois qu'on va faire la connaissance de Monsieur Bautron d'abord par des images. Oui, bah, ça se passe à la dernière fête des vendanges, donc c'est facile de retrouver, c'est la période où il pleut, hein, on est d'accord. Voilà, et on est en fait à la veille, à l'avant-veille. Vous êtes en train de compter non pas les fleurs, mais les clous. Regardez, et on va s'expliquer. Voilà la première livraison. Et vous allez nous dire... Vous avez trouvé vos clous, votre matériel? Hein? 105 kilos de clous de tapissier. 105 kilos de clous de tapissier. Ça nous fait à peu près 150 000 fleurs qu'on peut clouer sur le bois. Ça veut aller. Une partie de ces fleurs, ces jaunes qui sont ici sur le petit camion, viennent d'Auvergne. Et puis tout ce qui décharge là-bas, nous avons une grande culture de fleurs à Arreuse. À Arreuse. Alors là-bas, il y a 25 000 mètres carrés de fleurs qui sont cultivées uniquement pour la fête des vendanges. Claude Bautron depuis des années et des années. Le problème qu'on a maintenant, c'est que les fleurs sont très mouillées et puis avec une température de 20-25 degrés, eh bien qu'on a maintenant ou qu'on aura cet après-midi, eh bien les fleurs vont fermenter et vont pourrir très très rapidement. Il faudra qu'on se donne une peine énorme et puis que ce soir, il était prévu qu'on travaille jusqu'à 10h, 10h30. On fera peut-être un petit peu plus long ce soir pour mettre le maximum de fleurs sur les chars parce qu'elles s'abîmeront beaucoup plus si elles sont dans les caisses que si elles sont plantées sur le char. Voilà donc ce travail de préparation. Là on est à 36 heures, entre 24 et 36 heures du défilé de ces chars. Des chars que d'ailleurs Claude Bautron conçoit aussi quant à leur structure. Et puis alors c'est l'homme orchestre, hein, on le voit partout. Il va nous présenter les fleurs, mais je crois qu'il faudra qu'ensuite, ici sur ce plateau, il nous explique comment il conçoit l'architecture de chacun de ces chars. La plus grande partie est de Daya et de différentes couleurs et puis, ça mis à part, ils ont des noms fantastiques. Vous avez celui-ci, ça c'est Andrés Orange. C'est une vieille variété mais qui est très résistante et qui fleurit beaucoup. On a Starlet, le rouge. Ça c'est une toute nouvelle variété qui s'appelle Cygne Blanc. C'est la deuxième année qu'on l'a. Il est très très florifère et puis surtout une chose, il est très robuste comme tige. Il s'appelle Cygne Blanc. On en a un autre qui est blanc aussi qui a encore un nom plus prestigieux parce qu'il s'appelle Mon Amour. On avait même une autre sorte de blanc qui s'appelait Jacqueline Kennedy. On a un peu la même chose avec Chat Noir, qui est aussi une excellente variété, et puis qui fleurit abondamment. Il va aussi très bien pour la coupe, mais pour nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais il est joli, et puis il a des tiges très fortes. Quand on a une grosse pluie comme l'autre soir, celui-ci a très bien tenu. On a Starlet. Starlet, qui est un beau rouge qu'on trouve un petit peu clair. On aimerait mieux avoir un rouge. On avait Bacchus dans le temps, qui était un rouge plus foncé, mais qu'on a perdu comme variété, qui s'abattissait et puis qui ne tenait pas. Mais Starlet est très bon, et aussi très robuste. Voilà, sur ce char, ici, c'est les principales variétés, les principales couleurs. Dans l'ensemble, on travaille avec peu de couleurs. On a 7 ou 8 couleurs, parce que c'est plus difficile à travailler avec des couleurs, une quantité ou une multitude de couleurs. Des fois, ça nous manque un peu, mais pour nous, c'est la masse. Il faut qu'on fasse des chars, un sujet avec des dominances blanches, rouges, roses. C'est pour ça qu'on n'a pas trop
trop de variété de couleurs, mais beaucoup de la même variété. Alors, Monsieur Bautron, expliquez-nous d'abord, c'est plutôt des dahlias. Pourquoi des dahlias? Pour la simple raison, c'est qu'on arrive à l'époque. Notre fête des vendanges se situe à fin septembre, et l'époque veut ça. Du temps des fêtes de Genève, ils travaillaient beaucoup plus avec des glaïeuls, des fleurs coupées, parce qu'au début août, on n'avait pas encore de dahlia. Alors vous êtes fleuriste horticulteur, vous avez toujours eu la passion des chars, la passion de la création, de la construction. Mais bien sûr, écoutez, on se retrouve autour du plateau quelques horticulteurs fleuristes. Et vous avez vu qu'on est tous de commun accord, on aime la nature, on aime les fleurs, et à côté de ça, on construit. Vous l'avez dit vous-même avant, on se croyait à Lullier dans un atelier de serrurerie. Si la séquence qui a passé maintenant avait été faite 8 jours plus vite, on ne se serait jamais cru dans un corso fleuri. C'était un atelier de serrurerie. Vous avez quelques illustrations là, vous pouvez nous les raconter? Ça, c'est des chars que vous avez conçus? Oui, c'est des chars qu'on a conçus. Certains ces dernières années, d'autres un peu plus vieux. On part d'un sujet comme ça. Vous partez d'un thème, vous partez de... On a un thème de la fête, et puis après, on a un maquettiste qui nous fait des projets, et puis depuis ce projet-là, eh bien, on part et on a une idée, et on doit, sur de châssis spéciaux, construire en fer, en bois. Et justement, c'est là qu'on dit, que je dis, on est tous reliés à la même chose. Maurice nous disait qu'il a refait une serre. Il a refait sa serre lui-même. On a cet esprit de création, de construction. Mais malgré tout, on a dit tout à l'heure, par exemple, 150 000 fleurs. Vous allez les couper, vous allez les clouer, hein, on a compris. Oui, ben, et puis nous en faut même plus de... Cette année-ci, on avait 350 000 fleurs. 350 000 fleurs. Et c'est des fleurs qui vont durer, au fond, que quelques heures. Quelques heures. Oui, je veux dire, c'est ça, la beauté. Paul nous fait des palmiers qui ont des générations. Nous, on attache la même importance autour d'un dahlia qu'on a planté au mois de mai, qu'on récolte au fin septembre, début octobre, qu'on arrache nos racines amoureusement, qu'on les soigne, on les admire. Elles sont belles, elles sont saines, elles n'ont pas pourri. On les met dans une cave, dans un endroit adéquat, et puis on est tout content de les retrouver le printemps suivant pour les replanter. On tourne tous autour du même. C'est la même passion qu'on a. Maurice, on tourne tous autour du même. J'aime bien l'expression. Moi, je dois dire que j'adore Claude parce qu'il nous transmet cette passion, c'est fantastique. Ce que je voulais dire au fond, c'est qu'il ne faut pas être choqué parce que les palmiers durent longtemps et les fleurs pas longtemps. Le rôle de la fleur, c'est d'attirer. C'est au fond l'enseigne lumineuse du bar, comme je disais. Elle attire l'insecte, elle attire l'oiseau. D'ailleurs, la preuve, c'est que les fleurs qui sont attirées par les insectes ont en général du nectar, de l'odeur, parce que l'insecte voit mal. Les fleurs, gros, qui sont attirées, qui sont pollinisées par les oiseaux, ont des grandes couleurs, parce que l'oiseau n'a peu d'odeur, mais une belle vue. Et les fleurs qui sont dans le nord, dans l'Antarctique, elles n'ont pas du tout de fleurs, parce qu'elles sont pollinisées par le vent, elles n'ont pas besoin de ça. Donc, j'entends, c'est un moment très court de la vie d'une plante, la fleur, mais parce que la fleur est obsédée par la reproduction. Et vous êtes d'accord, Paul? Tout à fait d'accord. Il y a des fleurs qui durent la pollinisation est possible pendant quelques minutes, et puis après, il se trouve, par exemple, dans les cactus qui fleurissent la nuit, ils s'ouvrent à 10 h le soir, ils sont fanés à 4 h du matin, et le nectar et la fécondation se produit, et il y a un signal électrique qui curieusement dit à la fleur, ne te fane pas, tu es fécondé, et après il y a le fruit qui arrive et les autres sont perdus. Alors, mais il y a un gâchis énorme dans la fécondation des fleurs. Il y a une chose extraordinaire, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, bon, les dahlias pour mes chars, au mois de septembre à Neuchâtel, j'ai plutôt de larges taches de couleurs, au fond, vous mélangez pas trop les couleurs, et puis ils viennent nous dire, pour les oiseaux ou pour les insectes, c'est la même chose. Comme la vue est pas très bonne, il vaut mieux mettre des grandes taches de couleurs. C'est ça? Allez, on va en voir quelques-uns de ces chars. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit sous la pluie. En tout cas, c'est à Neuchâtel. Faites des vendanges.
Alors Maurice, peut-être juste une question, parce que tout à l'heure, monsieur a fait allusion à une serre. C'est vrai que chez vous, vous avez préparé une serre et vous aimez aussi donner des cours, apprendre aux gens à simplement faire soi-même un arrangement floral, une couronne de lavant ou des choses de ce genre. Mais tout à fait. Notre métier est tellement passionnant qu'on a envie de le partager, on a envie de le vulgariser. En fait, moi, je dis, j'ai vécu 3 étapes. J'ai vécu une première étape où j'ai appris l'horticulture à cultiver, deuxième, fleuriste, à apprécier les belles choses, et la troisième, à pénétrer à l'intérieur de la fleur, comme le fait Paul, c'est-à-dire à avoir une base de botanique et de vie intime de la fleur. Et tout ça, on a envie de le partager. Alors, on a effectivement restauré une serre qui est probablement au début des serres. Il faut dire que tout au début, les fleurs, il ne faut pas se choquer que les fleurs soient coupées. Jusqu'à la fin du siècle passé, les fleurs n'avaient pas de tiges. On les mettait pas dans l'eau. On faisait des espèces de montage, comme Claude fait à Neuchâtel. Ce n'est qu'avec l'apparition des serres à la fin du siècle passé qu'on a commencé à avoir des tiges un peu plus longues et qu'on a pu mettre les fleurs dans l'eau. Et au début, les gens ne voulaient pas les mettre dans l'eau parce qu'on n'avait pas l'habitude. Donc, cette vieille serre qui approchait nous, qui a probablement 120 ans, je pense, on ne sait pas très bien, on lui a donné une nouvelle jeunesse. Et puis là-dedans, on va partager des bons moments. Alors, bon, il y a aussi la formation, Alex. On va en parler avec Louis Pasquier, mais on a une belle séquence. Il y a une école. Oui, je crois qu'il faut qu'on retourne en effet dans l'école que vous dirigez, dont vous êtes le doyen à Lullier, et qu'on voit un petit peu ce qui se passe et aussi quel est l'avenir pour quelqu'un qui aujourd'hui entreprend d'apprendre cette profession. Alors, de cette école, par exemple, aujourd'hui, nous avons des élèves de 4e année dans cette salle de pratique qui font un cours basé sur Noël. Et là, on leur oblige, en somme, des techniques différentes, des matières différentes pour faire évoluer, je dirais, leur créativité et voir un Noël d'une façon autre que ce qu'on voit toujours. La classe que vous avez là, encore une semaine à Lullier. Après, leurs examens de semestre et vont nous quitter pour aller en stage jusqu'au mois de mai, jusqu'à la fête des mères, en somme, faire toute la saison d'hiver, toutes les fêtes, dans un magasin. C'est leur 3e stage. Et dans 3 régions de Suisse différentes et dans 3 magasins différents. En tout, elles font une année de stage dans les magasins. Vos élèves sont surtout des filles. C'est vrai que c'est un métier de fille. Plus tard, je dois dire, alors c'est le contraire, c'est beaucoup plus d'hommes qui restent dans le système. Car en général, un homme apprend plus facilement un métier pour la vie, je dirais. L'école est ouverte depuis combien d'années? Eh bien, nous en sommes au début de la 7e année. 6 ans que l'école tourne, déjà 3 volets nous ont quittés, en somme, qui sont dans le commerce actuel. Et tourne très bien, et actuellement, nous tournons avec des classes de 17, 18. On commence à tourner en plein, en somme. Alors Louis Pasquier, peut-être une première question. Quelles sont les qualités que doit avoir un jeune homme ou une jeune fille pour être bien intégré dans votre école, pour devenir bon fleuriste? Pour devenir bon fleuriste, les qualités, je dirais qu'on demanderait, c'est beaucoup de curiosité. Beaucoup de travail, un sens de l'observation, un grand sens de l'observation. Je dirais, la créativité, c'est un petit peu plus tard. On n'arrive pas chez nous, on leur donne des cours pour développer cette créativité, pour leur donner envie. Le principe, je dirais, de base d'une bonne formation d'un jeune, c'est pas de lui apprendre un métier, c'est de lui faire aimer ce métier. Et puis dès qu'on aime un métier, les choses sont beaucoup plus faciles. Quand on a envie de le faire, et surtout, j'ai eu une fois un homme politique qui a dit que un fleuriste triste, c'est un triste fleuriste. et je crois que c'est tout à fait ça. Il faut c'est pas un sacerdoce faire fleuriste quand même, mais il faut l'aimer, il ne faut pas regarder sa montre quand l'heure est finie. Et là, vous êtes doyen, enseignant, vous l'avez toujours été, enseignant? Non, alors j'ai commencé comme tout le monde par un apprentissage. Après, on évolue, on a fait des cours pour se perfectionner, on fait des examens supérieurs. Et puis, il y a X années, avec M. Rieder, on a, comme il l'a dit, on fondé l'école de Lullier, pas seulement les deux, mais on était une équipe, et je faisais partie de ce qu'on avait de la commission technique, et suite à ça, bien voilà, je suis à Lullier.
Est-ce que quand vous voyez, là c'est une question que je vous pose à tous les deux, hein, ou à Maurice aussi, lorsque vous les voyez tous les deux, qui ont choisi un itinéraire différent, hein, on rappelle, après de nombreux voyages, après beaucoup de travaux scientifiques, ils partent dans le sud de la Grande Canarie, ils font un jardin extraordinaire, jardin des Hespérides. Est-ce que ça vous fait envie à vous? Oh, bien sûr, ça me fait envie. Ouais. Mais j'entends... Oui, ça me fait envie, mais j'entends... Il faut se fixer une priorité. Je suis heureux où je suis content de ce que je fais. Et puis je pense que c'est le principal hein, dans la vie. Il faut avoir un but. Ouais. Ce but, je l'ai atteint. Je le garde le plus longtemps possible. Mais dites-moi, quand la fête des vendanges est terminée, vous n'avez pas un peu le blues, comme on dit? Il y a quelques jours, on se dit... Ah, effectivement, quand pendant un mois, on est une vingtaine de personnes, que les derniers jours, il y a 200 personnes, et puis que tout d'un coup, on se retrouve tout seul, dans son petit jardin, à réduire ses outils, à remettre tout en place. C'est vrai que ça fait un peu vide. On aimerait bien un petit peu, mais il y a des comités, il y a des petites choses qui reviennent, et on repart déjà pour l'année suivante. On n'a pas réduit les outils, que déjà, ils pensent les petits pépins qu'on a eu cette année ici, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a oublié de faire, ou ce qu'on aurait dû faire. Eh bien, on y pense et puis on leur prépare pour l'année suivante. Alors, même question à vous, ils vous font rêver d'abord? Oui, ça fait rêver, je dois dire. Moi, je rêve actuellement parce que je me dis, l'école de Lullier, c'est pas une finalité pour moi, mais c'est quand même quelque chose. J'ai toujours aimé apprendre mon métier aux autres, leur donner envie de faire ce métier. Et là, je dois dire qu'on a 1 ou 2 apprentis au magasin, c'est bien. Mais là, il y en a une 60aine, alors il y a du travail, mais on a des jeunes, je trouve actuellement, les jeunes sont tellement fantastiques. Hein, ils ont une envie d'apprendre, on voit... Ça, répétez-le un peu, parce que souvent on entend dire les jeunes sont démobilisés, vous qui en formez... Les jeunes sont démobilisés, peut-être, mais je crois que c'est aussi le formateur doit leur donner envie. On n'arrive pas à tout, hein, on n'a pas que des champions chez nous, mais c'est vrai que c'est notre travail de leur donner cette envie du métier. Moi, le but final d'une formation, c'est de ne pas réussir un examen, c'est d'aimer ce métier. Et ça, c'est très différent. Paul, vous en avez déjà reçu d'ailleurs, hein, des jeunes, ou 1 ou 2 du centre de Lullier. Oui, vous pouvez en recevoir d'autres. On peut en recevoir d'autres, s'ils sont motivés et disposés. Ce qu'on n'aimerait pas, c'est ce qu'on appelle des glandeurs. Il y en a aussi, là, mais des gens motivés. Moi, jour et nuit, je me consacre. Parce que le plaisir de ce métier, c'est justement de partager, d'amplifier tout ça et de communiquer son enthousiasme. On peut préciser une chose à propos du centre horticole de Lullier. Demain soir, vous prononcez une conférence à 19h30. C'est public, c'est gratuit. Quel est le thème de la conférence? C'est le jardin? Ça tourne toujours autour du jardin des Hespérides. C'est le jardin des Hespérides, le pouvoir des fleurs, la magie des fleurs. Et j'espère que la salle sera pleine. Bien sûr. Alors, si vous voulez, d'abord, on vous rappelle que ça se passe à Lullier, au centre horticole de Lullier. C'est un très bel endroit. Et puis, si jamais vous ne savez pas, vous pouvez toujours nous téléphoner 708 99 00. Ça va les réveiller un tout petit peu parce que j'espère qu'ils sont prêts à recevoir des quantités de téléphones. Jean-Claude Mercier, chargé de nous raconter l'histoire des objets tout au cours du siècle. Aujourd'hui, les fleurs. Alors... éphémère ou durable? Mais très durable. Je crois que si on se penche sur le sujet, on en découvre depuis la nuit des temps, certainement, si on pense au laurier de César, mais plus proche de nous. Et pour faire un parcours du siècle, je vous ai amené là quelques pièces très très rares, comme cette couronne qu'on trouvait plutôt en pays catholique, qu'on trouve encore en France, en Espagne, en Italie, sur les tombes. Ça veut dire dans les endroits, et particulièrement en hiver, où on n'arrivait pas à faire des couronnes de fleurs qui duraient longtemps, puisqu'il n'y avait pas le synthétique, pas le tissu comme actuellement. Donc ce sont des petites couronnes de perles, où toutes les fleurs sont réalisées sur des petits montants en perles. Là d'ailleurs j'ai un rouleau, ce qui est assez exceptionnel de découvrir encore un stock de marchandises comme ça se retrouve plus du tout. Sur un fil de fer était monté un papier de soie, puis enroulé des petites perles autour, et à partir de ces stocks là, on a fait des couronnes. Donc ce sont vraiment des pièces qu'on ne peut plus fabriquer du tout, qui sont absolument rares, qu'on trouve particulièrement chez les antiquaires et ailleurs. Donc là 2 petits exemples de broches, j'ai pris les 2 parce que c'est les fameux Edelweiss suisses, évidemment, enfin suisses, ou dites comme telles, puisqu'une fois on la trouve à l'état sous forme d'os
d'os comme là en blanc ou d'ivoire. Et puis ici, elle est peinte avec un tour grec autour. C'est un peu particulier. Simplement, c'est aussi la fleur typique représentée au début du siècle sous forme de broche. Là, une épingle à chapeau qui est un régime de banane, donc pour un tout petit peu mélanger l'exotisme à notre mode actuel. Et puis quelque chose de très particulier. Oui, notre invité dit qu'il y a un lien très étroit avec Joséphine Baker quand même. Par exemple, on a de la mémoire dans cette émission. Elle devait en avoir un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Quand on parle de fleurs au début du siècle, je pense qu'il y a une image ici d'un magnifique bouquin, d'ailleurs merci à Maurice qui me l'a prêté, un livre où on voit une très belle illustration d'un mariage dans les années 1860. Simplement, la couronne évidemment idéale, c'était la couronne de fleurs d'oranger. Alors fleurs d'oranger, oui, pour les gens qui habitaient proche d'une plantation, pour les gens qui avaient le moyen d'en faire venir, c'était quand même quelque chose d'assez rare. Par contre, j'ai là une pièce qui est tout aussi exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une couronne de fleurs d'oranger faite en cire, tout simplement. Donc c'est typique 1900-1910 avec cette forme de voile dehors, autour. Au fond, attendez, on peut juste nous expliquer, vous, peut-être quelqu'un autour de la table, le symbole de la fleur d'oranger. Alors, la fleur d'oranger, c'est la virginité, c'est la fraîcheur, c'est la rareté surtout. Donc, comme une virginité, ça veut dire quelque chose d'exceptionnel qu'on garde. C'est vrai qu'à l'époque, les gens qui avaient... Alors... C'est en tout cas la légende. Maintenant, ce qui est beau dans une légende, c'est que c'est une légende, justement. Ce qu'on trouvait aussi très fréquemment, ce sont des espèces de bulles en verre qu'on a gardées sur le buffet très longtemps, puisqu'on gardait la couronne qu'on a portée. Celles-ci, donc, ce sont des fleurs d'oranger refaites en cire, exceptionnelles, puisque les gens qui n'avaient pas le moyen ou qui habitaient dans des pays froids, plutôt comme en Suisse, on a fait ça à l'époque avec de la cire, les restes de bougies, tout simplement, qu'on a gardé, retravaillé à la main, ce qui fait qu'on faisait des petites formes comme ceci, colorées. Donc, c'est une couronne de fleurs d'oranger d'époque, donc ce qui est assez rare. Dans les fleurs aussi, qui est moins drôle, mais enfin qui est une représentation très caractéristique de l'époque, c'est ces fleurs en céramique ou en faïence, puisqu'on les a mis, bon là en l'occurrence c'est sur une croix dans les cimetières, mais on les trouvait aussi comme vases, comme ornements floraux pour la table, quand la fleur vraie était trop chère. Toujours par rapport au prix, quelque chose d'assez exceptionnel, ce sont ce genre de petites couronnes qu'on a fait à l'époque sur du noisetier, simplement une baguette de noisetier enroulée, du papier de soie qu'on a enroulé puis frisé avec des ciseaux. Et attendez, Jean-Claude, on va leur demander si ça leur dit quelque chose. Est-ce que ça vous souvenez encore de cela? La couronne en perles, oui, parce que j'ai fait mon apprentissage il y a quand même pas mal d'années. Ça existait encore. Ton patron s'appelait Et au fond, c'était une protection pour la maison, c'était... Non, c'était pour les cimetières. Alors la perle, donc, c'est pour les cimetières. Mais celle-là en particulier. Non, ça, là vous l'avez plus connu déjà. Alors ça c'est plus ancien, en effet, ça c'est fin de siècle passé, début de ce siècle, et là on a travaillé en fait le papier de soie pour le rendre un petit peu attractif comme une fleur. Parfois on a fait même des petites roses roulées avec des ciseaux ou un couteau, et puis on allait faire bénir ces couronnes à l'église pour les mettre par la suite dans les étables, dans les maisons, etc. pour protéger de différentes formules. Des fleurs toujours, la bombe, c'est un tissu que tout le monde connaît, c'est la fameuse toile de Jouy, donc qui est les indiennes en fait, les toiles indiennes qui sont arrivées au XVIIIe siècle en Europe, et puis toile de Jouy, Jouy-en-Josas, donc en Alsace, c'était le pays d'origine qui a mis cette toile tout à fait à la mode, qui revient d'ailleurs très fort. Illustration toujours de la fleur pendant ce siècle, eh bien, les fameuses couronnes, celle-ci est datée de 1926, elle est en piteux état, mais elle a dû faire les lauriers et les beaux jours d'un vainqueur de gymnastique ou de fête quelconque. Une fête du tir peut-être. Par exemple, d'ailleurs on retrouve ça dans les fêtes, particulièrement dans le canton de Vaud, Fribourg ou Genève. D'ailleurs, avec les fêtes de Gilles. On les trouve toujours. On les trouve toujours d'ailleurs. Bien sûr. L'Aurus nobilis, donc le laurier noble, c'était le laurier des vainqueurs. Oui, et puis, Jean-Claude, juste une intervention de Maurice et à vous. Oui, c'est d'où le nom baccalauréat. Baccalauréat, laurier. Le baccalauréat, c'est lui qui met la couronne de laurier sur la Voilà. Alors encore une petite couronne, je ne sais pas alors pour quel vainqueur elle a été faite, celle-ci elle est datée simplement de 1848, elle était pour les 40 ans de quelqu'un ou quelque chose, elle est en argent et vermeil, elle vaut son Mon cher Alex, vous ferez remarquer qu'on lui a confié le siècle, mais il est bientôt millénaire lui. Il remonte tranquillement. En arrivant un peu plus proche, eh bien c'est les années 50-60 avec les fameux petits bouquets de violettes, la violette aussi c'était le premier bouquet qu'on offrait au corsage, etc. Plus proche de nous, quelque chose d'amusant qui est un souvenir des années 70, très exactement de 67, une foire qui s'appelait l'ITMA à Bâle à l'époque, où on a offert ses premières fleurs en tissu, simplement avec une tige en plastique. Donc comme quoi, même là, dans le cadre d'une foire de machines industrielles, eh bien, la fleur était un symbole à transmettre par le biais d'un tissu. Années 70-80, c'est forcément ces imprimés que tout le monde a connus qui reviennent très fort, donc avec toujours la fleur. Donc bien que l'image du siècle ait évolué et que les années 70-80 étaient plutôt libres et différentes, eh bien, on a repris le thème floral. Donc
bien que l'évolution se fasse sentir et la fleur reste présente. Un dernier accessoire qui est un sac italien qui se vend très très fort maintenant à Rome, à Milan, enfin dans les grandes villes, avec des fleurs. Ce sont des couleurs que vous verrez beaucoup au printemps puisque les grandes marques le lancent, donc beaucoup de fuchsia, de rose, de mauve. Donc la fleur n'est pas prête Monsieur Bottron, quand vous voyez toute cette histoire des fleurs, enfin elle est très sommaire, hein, parce qu'on pourrait se dire encore beaucoup d'autres choses, mais la fleur est présente partout. Elle est présente partout. Ouais. Oui, alors c'est quand même le but de la vie, c'est quand même c'est sa vie, quoi. C'est merveilleux. Vous ne pouvez pas imaginer un lieu ou une période sans fleurs, vous? D'ailleurs, ça n'existe pas, je dois dire vraiment, où l'homme vit. Il y a une nature, il y a de la fleur, il y a une végétation. C'est à nous de la garder, c'est à nous de l'améliorer, de faire quelque chose. Et c'est impressionnant, quand Paul disait tout à l'heure, les flamboyants, il y en a à Miami, il y en a en Floride, mais dans le lieu d'origine du flamboyant, c'est-à-dire Madagascar, il en reste presque plus. Oui, heureusement qu'il y a encore des gens comme lui pour les sauvegarder. Voilà, il sauvegarde d'étranges choses. Hein, avec... Juste un tout petit post-scriptum sur la rose, pour dire qu'il y a aussi un très beau moyen dans des régions très calcaires, je pense à la Tchéquie, pour conserver la fleur. Une rose fraîche du matin que vous trempez dans une rivière et vous attendez qu'elle se pétrifie. Et la pierre enveloppe la rose. Bien sûr qu'elle va pourrir à l'intérieur, mais ça, vous ne le savez pas. Elle reste éternellement jeune. C'est une belle... Ça me rappelle les pierres de chez vous. Mais justement, on y retourne. Maurice, je crois que Maurice a encore ajouté son post-scriptum. Deux petites remarques sur ce que Jean-Claude nous a montré. Les bouquets de violettes. Il faut savoir que Joséphine était une fanatique de violettes et qu'elle exigeait que les grognards partant à la guerre portent un bouquet de violettes. Je ne sais pas si vous imaginez l'odeur du grognard avec la violette, ça devait être une chose. On parle beaucoup de la fleur d'oranger. En fait, je crois que ça vient... Louis XIV n'aimait pas particulièrement les fleurs, il préférait les femmes, mais il aimait les fleurs d'oranger. C'est un fanatique des fleurs d'oranger. Et il y a des fortunes, au désespoir de Colbert, qui n'arrivait plus à tenir la caisse, tellement il en achetait. Et je vous demande une seconde d'imaginer ce qu'était un mariage ou une fête à l'époque où il y avait des orangers en fleurs. On parle d'un ministre de Louis XIV qui a marié sa fille le 24 novembre, et on avait couvert les voûtes de fleurs d'oranger, et il y avait des fleurs d'oranger dans des bacs qui étaient grands comme cette table. Si vous allez à l'occasion au château Margaux, par exemple, sauf erreur au Bordelais, il y a encore des bacs gigantesques d'oranger. Mais c'est difficile de s'imaginer parce que les odeurs et les parfums devaient être fort mélangés à cette époque. Absolument, absolument. C'est ça qui est extraordinaire. C'est d'imaginer que ce Louis XIV, qui, comme vous le dites, n'est pas une baignoire tous les jours, aimait cette odeur, et c'était la seule odeur qu'il supportait. C'était un grand luxe. Oui, mais d'ailleurs, dans les pays où on n'a pas d'eau, on s'en passe juste un tout petit peu ça protège pas les autres, mais pour soi, c'est très agréable. Oui. Non, attendez. Troisième post-scriptum. À propos de la fleur d'oranger, alors on baigne dans une odeur de fleur d'oranger toutes les années au mois de mars, et je peux vous assurer que c'est absolument enivrant, et c'est odeur fleur d'oranger pure. C'est Louis XIV. Hein. Alors on y repart. On utilise la douche. Nous repartons pour le Jardin des Hespérides, plus à l'ombre cette fois, mais tout de même un tout petit peu. Et d'une certaine manière, c'est un autre type de voyage parce que c'est à moitié les Canaries et c'est déjà un petit peu l'Amérique du Sud. Et là, on se croirait quasiment dans les bayous de Louisiane. Oui, ou même plus au sud, dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Amérique tropicale. Nous sommes ici devant un des phénomènes de la végétation. C'est une plante tout à fait extraordinaire. On a l'habitude de plantes sans feuilles, de plantes sans fleurs, de plantes sans troncs, sans tiges, mais sans racines. C'est totalement inusité. Il existe un certain nombre, très rare, d'espèces végétales, dont celle-là. C'est une broméliacée apparentée à l'ananas. C'est un Tillandsia. Tillandsia usneoides. Usneoides, pourquoi? C'est du charabia latin, mais ça a rapport avec l'usnée, qui est la barbe de capucin qu'on a dans les sapins, dans les Alpes, qui est un lichen, c'est pas une plante à fleurs. Donc celle-là n'a pas de racines, mais paradoxalement, elle a des fleurs. Les fleurs sont presque microscopiques, et nous avons la chance ici au Jardin des Hespérides de faire fleurir ces Tillandsia qui, donc, lorsqu'une plante fleurit, c'est qu'elle se porte bien. Et ce sont des minuscules fleurs verdâtres qui sont dissimulées parmi l'enchevêtrement de ces brins. Une plante qui vit de l'humidité de l'atmosphère, qui, quand elle est toute petite, parce qu'elle fait
Elle fait des graines, des semences qui se posent, qui ont des racines temporaires, et dès que les brins se développent, les racines deviennent caduques et cessent d'exister. C'est une plante qui se développe et qui peut qui peut atteindre 8 mètres de long. Elle se développe presque indéfiniment. Comme mode de reproduction, paradoxalement aussi, ce sont principalement le vent, mais surtout les oiseaux qui la disséminent. Dans les jardins botaniques, les merles font de grands ravages. Chez nous aussi, au jardin des Hespérides, ils arrachent des brins pour tapisser leur nid, parce que c'est très confortable. Et moi, je fais la chasse aux nids de merles pour récupérer ces brins, pour les remettre en place. Et dans la nature, donc, ces brins repoussent après dans les nids. Mais les merles, les oiseaux, d'une façon générale, sont ingénieux et l'être humain n'est pas en retard, puisque dans les années 20 à 30, toutes les voitures Ford étaient capitonnées, tous les sièges et les dossiers étaient capitonnés avec cette barbe de capucin que Henry Ford chargeait les Indiens de récupérer. Actuellement encore, on dort en Amérique centrale, et moi j'ai dormi en Équateur, sur des matelas qui sont garnis de cette tillandsia, et c'est très très doux, très confortable. Oui, c'est vraiment étonnant. Est-ce qu'elle est vraiment sans racines? Absolument sans racines. Ouais. Elle s'accroche n'importe où. Si vous êtes en Amérique du Sud ou dans les Antilles, vous envoyez de ces plantes énormes accrochées au fil téléphonique ou télégraphique. Elle vit totalement de l'humidité et de l'apport de poussière atmosphérique. De l'air du temps. De l'air du temps, c'est ça, comme nous. C'est assez surprenant, non? Oui, c'est surprenant, mais nous, on l'utilise passablement. Oui. Les fleuristes l'adorent, surtout dans des expositions comme les Floralies, parce qu'on évite de devoir mettre ce qu'on appelle une mousse synthétique pour avoir de l'eau à utiliser. Tous les tillandsias, d'ailleurs, la plus grande partie des tillandsias résistent 10 jours d'exposition sans eau. Mais pourquoi dans le domaine de l'automobile, on n'a pas préféré mettre des produits synthétiques et choisir ce type de Parce qu'à l'époque, dans les années 20, ils n'étaient pas inventés, les produits synthétiques. Ils auraient pu mettre d'autres choses. Mais maintenant, on ne peut plus cueillir ces plantes, il y en a de moins en moins quand même. Maurice, c'est une matière qui reste souple. Contrairement par exemple au crin ou à l'herbe qui casse, elle reste souple, elle ne se casse pas. Quand elle est sèche, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en floristerie, sèche aussi, voire teintée, parce qu'elle reste souple, on peut très bien garnir comme ça. Elle ne se casse pas. Elle ne se casse pas, oui. Alors, on va quand même rappeler aux téléspectateurs que demain, pas portes ouvertes, parce que vous allez avoir peut-être un peu trop de monde, mais en tout cas, conférence au centre horticole de l'Huillier, c'est à 19h30, il n'y a qu'à s'y rendre. Je voulais vous demander si l'on veut visiter le centre horticole, c'est possible? Sans problème. Alors, le centre horticole est toujours ouvert, donc ce qui veut dire elle fait partie des parcs publics de Genève, tout le système du centre horticole. Mais si quelqu'un veut le visiter, je dirais en détail, l'essai, alors là, on demande un petit rendez-vous. Quelqu'un qui s'intéresse au métier de l'horticulture sont conduits, dirigés par un maître d'internat ou un prof de l'Huillier. Et alors, on rappelle aussi que les Floralies, on m'a prié de vous préciser ça. En semaine, vous pouvez vous y rendre de 10h à 22h. Le samedi, de 9h à 22h. Et le dimanche, de 8h à 22h. Puis aujourd'hui, c'est à partir de 18h. Ils n'ont pas très envie d'y aller. Enfin, vous m'avez dit... si. Non, parce qu'on allait vous montrer quelques images pour vous montrer quels sont réellement leurs loisirs. N'est-ce pas, mon cher Alex? On a des images? On a des images, oui. Des loisirs, notamment de tous les deux. Alors, allons-y. Allons-y. Oui, ça c'est la cueillette, c'est un très beau moment. Et on a l'impression que ce n'est pas du travail, c'en est tout de même. Ce qui est très agréable, ce sont les rythmes de l'un et de l'autre. Je ne sais pas si vous les gardez ici, ces rythmes-là. Non, elle m'oblige à marcher vite. Ah oui, d'accord. Et alors, c'est une cueillette, elle est naturelle. Là, les citrons, ça va être une partie relativement peu importante de l'opération complète, puisqu'il va s'agir de confectionner de la confiture de mangue. Et en fait, les citrons vont donner un petit goût supplémentaire, parce que ce qu'il faut dire, c'est que non seulement vous faites votre pain pour l'usage quotidien, mais la confiture, c'est à la fois pour votre usage, et je dois dire que les tartines sont bien agréables, mais c'est aussi pour en envoyer quelques-unes. Enfin, je sais qu'un certain nombre de vos membres en reçoivent. Alors, on regarde quelques instants tout de même cette préparation, puis on en parle.
là, mais nous avons des photos. Nous avons été plusieurs fois pris sur le vif, Paul, les mains presque dans la confiture, disons dans la première préparation. Mais ça c'est un travail énorme de cueillette. On a la montée du jardin jusqu'à la maison est très pénible. Et puis après, il faut cuire, il faut tamiser parce que certains fruits renferment des graines. Et puis bon, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'amour et qui donne un résultat extraordinaire parce que tout le monde se jette sur nos confitures. Vous faites quel genre de confiture? Il n'y a pas que la confiture au citron. Alors, citron pur, passiflore, mangue, mélange mangue-citron, goyave. Parfois, on a fait de la confiture de banane aussi. Passiflore. Ouais. C'est dire qu'il faut figue aussi, qui est délicieux. Ouais, c'est rappeler quand même, pour conclure cette journée, mais c'est rappeler quand même que si le jardin existe, c'est parce qu'il y a des membres qui vous soutiennent ou qui parrainent des plantes, mais aussi parce que vous devez produire un certain nombre de choses. On a parlé hier de certains élixirs ou de cadescence, et puis il y a les confitures. Oui. Tout ce qu'on peut, il y a aussi les avocats. Tout ce qu'on peut produire, et même au niveau des livres, pour alimenter le jardin des Hespérides, on le fait. Oui, parce que je le rappelle, le jardin n'est pas subventionné, il vit par lui-même, ce qui est extraordinaire comme performance, et nous avons besoin de plus en plus de membres. Nous visons 1000 membres qui nous aideraient par leur modeste contribution. Juste un petit mot de conclusion de tous les deux, en vous remerciant d'avoir participé à ce programme. Moi j'ai l'impression que vous faites partie de cette catégorie d'invités qu'on reçoit à Zigzag. Plus la semaine avance, plus ils sont contents, parce que plus vite ils pourront retourner de là d'où ils viennent. Non, mais je voudrais quand même dire que c'est une expérience extraordinaire pour nous d'être ici. Merci beaucoup.